J'arrive sur scène, je commence à mixer. Premier truc que j'ai pris. Nous sommes à la mi-juillet 2026. La nuit tombe doucement sur Grenoble, une ville d'ordinaire réputée pour sa tranquillité. Le festival du cabaret frappé bat son plein, censé être une célébration estivale de la joie des Opouépis et de la musique. Sur scène, une figure emblématique de la culture française s'apprête à faire vibrer la foule. Mais soudain, la promesse d'une belle soirée se transforme en une scène d'une hostilité glaçante. La musique s'arrête brusquement. Le silence qui suit n'est pas celui de l'admiration, mais d'une tension lourde, oppressante. Des sifflets stridents déchirent l'air, suivis du bruit sec du verre qui se brise. Des objets sont lancés avec force en direction des platines. À peine 20 minutes après son arrivée, l'artiste, dramatiquement isolée sous les projecteurs, est contrainte de quitter la scène. Protégée en urgence pour garantir sa sécurité, elle voit la lumière s'éteindre. L'art cède brutalement la place à l'intimidation. Cette artiste, vous la connaissez tous, c'est Barbara Butch, une femme qui, il y a à peine 2 ans, illuminait le monde lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'icône d'hier est-elle devenue la cible d'aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, et merci de me retrouver. Sur cette chaîne, j'ai toujours cherché à aller au-delà des apparences, à décortiquer les destins qui marquent notre société. L'histoire d'aujourd'hui dépasse le simple fait divers. C'est un miroir troublant tendu à notre propre époque. Prenons un instant pour analyser l'ironie cruelle de ce décor. Le cabaret frappé porte en lui l'héritage d'une France de l'ouverture. Le cabaret a toujours été cet espace sanctuarisé où la liberté d'expression et l'impertinence faisaient dialoguer les différences. Pourtant, ce soir-là, à Grenoble, cet espace de liberté a été confisqué. Ce qui s'est passé n'avait rien d'un mouvement d'humeur spontané. La psychologie de cette foule révèle une mécanique bien plus sombre et calculée. Plus d'une centaine d'individus ne se coordonnent pas par hasard pour saboter un événement culturel. Il y avait une méthode, une organisation minutieuse, une volonté d'instaurer un climat de pression psychologique intense. Ils ne venaient pas pour écouter, ils venaient pour imposer le silence. Ils venaient pour effacer une présence. Cela nous pousse à poser une question dérangeante pour notre démocratie: qui a délivré le permis d'intimider? Face à cette marée, imaginez la solitude absolue de l'artiste. Perchée sur son estrade, sans autre bouclier que sa musique, Barbara Butch assiste à la transformation d'un public en une entité menaçante. Dans ce tumulte, ceux qui étaient présents n'ont vu aucune panique, seulement la dignité poignante d'une personne qui refuse de se laisser écraser par une fureur irrationnelle. Elle se retire non par renoncement, mais poussée par l'impératif de la sécurité. Mais si cette onde de choc a commencé dans l'obscurité d'un parc, son écho allait résonner quelques jours plus tard avec une intensité insoupçonnée sous les ors de l'Assemblée nationale. L'écho des sifflets de Grenoble ne s'est pas éteint dans la fraîcheur de la nuit alpine. Quelques jours plus tard, en cette fin juillet 2026, l'onde de choc vient frapper de plein fouet les murs solennels de l'Assemblée nationale. Le contraste est saisissant pour quiconque observe l'évolution de notre société. Nous passons de la scène d'un festival en plein air à l'hémicycle républicain, où l'atmosphère devient soudainement électrique. Le débat s'embrase autour de ce qui n'est plus un simple incident, mais un symptôme alarmant de notre époque. Au perchoir, la ministre Aurore Bergé prend la parole avec une gravité qui marque les esprits. Elle dénonce l'injustice brutale d'une situation où une artiste, femme, fière de son identité et française de confession juive, se retrouve chassée de son propre espace de création. La ministre pointe du doigt un élément précis, terrifiant par sa froideur. Un tract diffusé bien avant le concert. Sur ce visuel, le visage de la DJ, superposé à l'étoile de David et aux couleurs de la diversité, avait été graphiquement détourné pour la désigner comme une cible visuelle. Ce n'était plus de la critique artistique ou du désaccord militant. C'était une mise à l'index pure et simple, orchestrée pour exercer une pression insoutenable. Et c'est précisément là que le débat politique prend une tournure redoutable, révélant les fractures profondes du pays. Des figures politiques, notamment issues de la gauche radicale, sont accusées d'avoir activement encouragé cette campagne de boycott implacable. Sous couvert de défendre une cause géopolitique lointaine, on observe une manœuvre visant à légitimer l'exclusion d'une citoyenne sur notre propre sol. En politique, capter l'attention est le but de chaque instant.
Mais cautionner une chasse aux sorcières modernes sur des scènes culturelles pour flatter une partie de son électorat, c'est franchir une ligne rouge dangereuse. C'est transformer un débat d'idées en une hostilité identitaire totalement décomplexée. Barbara Butch n'est malheureusement pas une anomalie isolée dans ce paysage. Dans l'hémicycle, d'autres noms d'intellectuels et de créateurs résonnent ce jour-là. L'humoriste Sophia Aram, le dessinateur Johann Sfar, le chanteur Amir. Tous ont subi cette nouvelle forme de censure sournoise, cette pression étouffante visant à les intimider publiquement. Ayant documenté l'histoire du monde du spectacle français depuis de nombreuses années, je peux vous dire que ces artistes représentent la pointe émergée d'un iceberg particulièrement inquiétant. Ils sont les témoins d'une liberté d'expression qui se fragmente et d'une intolérance qui avance masquée. Mais face à cette tempête politique et médiatique qui secoue le sommet de l'État, une question vertigineuse demeure. Pourquoi elle, spécifiquement ? Comment une artiste, dont le seul credo était celui de l'acceptation corporelle et de la fête, a-t-elle été aspirée au centre d'un tel cyclone idéologique ? Pour comprendre cette colère ciblée, il faut retirer le voile des slogans et examiner les faits avec précision. L'hostilité contre Barbara Butch n'est pas née spontanément à Grenoble. Elle s'inscrit dans un processus de politisation radicale où ses moindres choix ont été disséqués. La genèse de ce ressentiment repose sur deux éléments distincts que ses détracteurs ont pris soin de lier. Le premier est d'ordre professionnel et géographique. Elle avait accepté, quelque temps auparavant, de mixer lors d'une réception à la résidence de l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Pour une artiste habituée à se produire à l'international, cela aurait pu être un contrat comme un autre. Mais dans le contexte incandescent du conflit au Proche-Orient, ce déplacement a été perçu par les mouvements pro-palestiniens radicaux comme une caution accordée au gouvernement israélien. Le second élément est purement national. Barbara Butch a publiquement apporté son soutien à une proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan. Un texte qui visait à sanctionner plus sévèrement les nouvelles formes de haine antisémite en France. C'est ici que le piège idéologique se referme sur elle. En soutenant un texte qui cherchait à protéger ses concitoyens juifs, elle s'est attirée les foudres de l'extrême gauche. Ses accusateurs ont brandi le concept de pinkwashing. Ils l'ont accusée d'utiliser son image d'activiste progressiste et de militante des droits LGBTQ+, pour laver ou justifier les politiques d'Israël. On observe là une mécanique terrifiante, une injonction intenable. Il lui faudrait renier ses origines juives pour mériter son statut de figure de l'inclusion. C'est ce que l'on appelle l'importation d'un conflit lointain sur notre sol. On demande soudainement à une citoyenne française de rendre des comptes sur la politique étrangère d'un pays situé à des milliers de kilomètres uniquement en raison de son ascendance. C'est exactement cette hypocrisie que Barbara Butch va dénoncer. Dans un texte ciselé, publié dans les colonnes du journal Le Monde, elle pose un diagnostic implacable sur la nature véritable de ses assaillants. Elle écrit « L'antisionisme invoqué n'a été, à Grenoble, que le vêtement de l'antisémitisme ». Cette phrase est capitale. Elle révèle comment une critique géopolitique a été cyniquement utilisée comme couverture pour exprimer un rejet identitaire pur et dur. Ce fardeau psychologique, peu de gens pourraient le supporter. Être sommé de choisir entre ses engagements sociaux et son identité culturelle est une violence intime, inouïe. On la prive de son droit d'être simplement elle-même pour la réduire à l'état de symbole clivant. Mais cette vulnérabilité face à la haine, elle y avait déjà été exposée d'une manière incroyablement brutale quelques mois auparavant et depuis le sommet du monde. Car avant l'ombre de Grenoble, il y a eu la lumière éclatante de Paris. Pour mesurer véritablement l'ampleur de la tourmente, il est indispensable de se souvenir de l'altitude du sommet. Faisons un saut dans le temps et revenons à cet été exceptionnel de 2024. Le monde en entier a les yeux rivés sur la capitale pour l'audacieuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ce soir-là, sur la passerelle de Billy, suspendue au-dessus des eaux de la Seine, une femme trône majestueusement derrière les platines. C'est Barbara Butch. Rayonnante, couronnée d'or, elle incarne sous les yeux de milliards de téléspectateurs le visage d'une France fière de sa diversité, irrévérencieuse et éclatante. À cet instant précis, elle est intouchable. Elle représente la revanche sur les moqueries,
l'apogée d'un militantisme pour l'acceptation de soi et la victoire de la différence. Mais l'histoire contemporaine nous enseigne que, dans l'arène numérique, les couronnes attirent invariablement la foudre. Dès les premières heures qui suivent son triomphe planétaire, une machine d'intimidation implacable s'enclenche. Une première vague de cyberharcèlement d'une intensité folle s'abat sur elle. Mais cette fois-ci, l'offensive massive provient des courants les plus conservateurs et de l'extrême droite. Ces groupes ne tolérant pas l'image qu'elle projette. Ils ciblent avec une hostilité féroce sa morphologie, son genre et son orientation, percevant en elle l'incarnation d'une modernité qu'ils rejettent farouchement. À leurs yeux, sa présence au cœur d'un symbole national est une provocation insupportable. C'est ici que l'analyse de son parcours révèle une ironie d'une noirceur absolue. Barbara Butch se retrouve prise au piège d'une mâchoire idéologique implacable. Analyser ce paradoxe fascinant et cruel. Elle est simultanément prise pour cible par les deux extrémités du spectre politique. D'une part, l'extrême droite la vilipende pour son physique et son progressisme affiché lors des Jeux Olympiques. D'autre part, comme la nuit de Grenoble nous l'a montré, l'extrême gauche la condamne pour ses racines juives et sa volonté de se protéger face à la haine. Elle incarne la tragédie moderne de ceux qui refusent l'assignation à résidence identitaire. Lorsqu'on porte en soi de multiples combats, pour l'amour libre, contre la grossophobie, contre l'antisémitisme, sans accepter de prêter allégeance exclusive à un camp, on finit par essuyer les tirs croisés de toutes les chapelles. La pression psychologique exercée par ce tir de barrage ininterrompu est colossale. La plupart des figures publiques, confrontées à un tel niveau d'acharnement, auraient choisi l'effacement. L'instinct de préservation pousse naturellement au silence, à l'exil médiatique, le temps que la meute trouve une nouvelle proie. Mais c'est précisément dans cette adversité d'une violence rare que se révèle l'étoffe de l'artiste. Barbara Butch n'est pas programmée pour la soumission ou la disparition. Face à la tempête qui visait à la déconstruire publiquement, elle a refusé de céder un pouce de terrain. Loin de se réfugier dans le ressentiment ou de répondre par l'invective, elle a choisi d'organiser sa riposte en mobilisant les outils les plus puissants d'un état de droit. Comment réagit-on lorsque l'on est encerclé par une hostilité qui ne vous accorde aucun répit ? Face à cette tenaille idéologique étouffante, beaucoup auraient mis capituler. Mais la réponse de Barbara Butch a été à l'image de son art, éclatante, réfléchie et porteuse de sens. Elle n'a pas répondu à l'intimidation par une colère stérile sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas joué le jeu des invectives qui nourrit l'algorithme des polémiques. Non, elle a choisi l'élévation, la clarté intellectuelle et la force implacable du droit. Sa première arme a été la plume. En publiant cette fameuse tribune dans Le Monde, elle a refusé de laisser d'autres écrire son histoire ou dicter ses intentions. Elle a pris le contrôle du récit. En dénonçant clairement que l'antisionisme n'était, dans son cas, que le déguisement de l'antisémitisme, elle a déchiré le voile d'hypocrisie de ses agresseurs. Elle a rappelé à une société qui l'avait peut-être oubliée qu'il y a une frontière infranchissable entre la contestation politique et l'agression identitaire. Ce texte est un acte de résistance intellectuelle. Il affirme que l'on peut aimer la paix et prôner la tolérance sans pour autant accepter de se laisser humilier en silence. « Je prône l'amour et je ne reculerai pas », a-t-elle déclaré, transformant sa vulnérabilité en une force motrice inarrêtable. Mais la bataille des idées ne suffit pas face à ceux qui emploient la violence. La deuxième arme de sa riposte a donc été l'arsenal judiciaire. Accompagnée de son avocate, Maître Audrey Mselati, elle est passée à l'offensive légale avec une détermination absolue. Des plaintes ont été méthodiquement déposées. Et écoutez bien l'envergure de cette démarche légale, car elle est révélatrice de son indépendance farouche. Elle n'a pas ciblé un seul camp. Elle a attaqué sur tous les fronts de la haine. D'un côté, elle porte plainte contre les responsables et les élus de la France insoumise qui ont encouragé la meute de Grenoble. De l'autre, elle poursuit des médias conservateurs extrêmes comme Omerta ou encore des figures de la pensée radicale comme Alain Soral, qui l'avaient harcelée après les Jeux Olympiques. Cette symétrie dans la riposte est fascinante. En poursuivant à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche, Barbara Butch prouve qu'elle ne sert aucun agenda politique. Elle démontre que la haine, d'où qu'elle vienne, doit être sanctionnée avec la même rigueur par la justice de la République.
Elle refuse de se complaire dans le rôle de la victime passive. Elle revêt l'armure de la loi pour exiger la réparation d'un préjudice moral immense. C'est une démarche d'une immense dignité qui vise à rétablir l'ordre là où le chaos a tenté de s'installer. Cette posture républicaine intransigeante nous oblige à regarder notre propre société en face, car le combat de cet artiste dépasse largement le cadre de sa carrière personnelle. Il soulève une question fondamentale sur l'avenir de notre vivre ensemble. L'histoire de Barbara Butch, de l'éblouissement parisien aux ombres de Grenoble, n'est pas seulement le récit tragique d'une artiste harcelée. C'est avant tout un miroir sans complaisance tendu à notre propre époque, une radiographie précise des fractures qui parcourent la société française de 2026. Lorsque des individus s'arrogent le droit d'interdire à une artiste de se produire sur scène, non pas pour la qualité de son art, mais pour ce qu'elle est et les origines qu'elle porte, c'est l'essence même de notre démocratie culturelle qui vacille. La culture n'est pas un champ de bataille où les identités doivent s'affronter jusqu'à l'élimination de l'autre. Le rôle fondamental de la scène, des cabarets aux cérémonies mondiales, est de réunir des individus d'horizons divers pour partager une émotion commune. Si nous acceptons, par lassitude ou par lâcheté, que l'appartenance politique ou culturelle d'un créateur devienne une condition d'accès à l'espace public, alors nous avons déjà capitulé. Nous laissons la censure moderne dicter qui a le droit d'exister dans la lumière et qui doit être repoussé dans l'obscurité. Les événements récents à l'Assemblée nationale montrent que la prise de conscience est là, mais le combat est loin d'être gagné. La fermeté judiciaire, choisie par Barbara Butch, est un rempart essentiel, mais il ne suffira pas si la société civile reste silencieuse face à l'intolérance qui avance masquée. Il est grand temps de nous demander quel modèle de société nous souhaitons léguer aux générations futures. Voulons-nous d'une France où la différence est un prétexte à l'intimidation systématique ? Ou désirons-nous ardemment préserver un pays où la liberté de créer et d'exister demeure inviolable ? L'histoire nous enseigne que le silence face à la discrimination est le terreau des heures les plus sombres. La dignité et la ténacité de Barbara Butch sont une leçon de courage. Elle a refusé que l'on éteigne la musique. Il nous appartient, désormais, de veiller à ce que la lumière reste allumée pour tous. Cette affaire nous invite à une réflexion profonde sur nos propres responsabilités en tant que citoyens et spectateurs. Sommes-nous devenus trop tolérants envers l'intolérance ? Je vous invite, vous qui avez suivi ce récit, à partager vos réflexions dans l'espace des commentaires. Comment percevez-vous cette intrusion de la violence politique dans le domaine de la création artistique ? Si cette analyse vous a éclairé, si elle vous a permis de comprendre les enjeux complexes qui se cachent derrière les titres de l'actualité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager massivement autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est le moteur de ce travail d'investigation et d'analyse. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Restez vigilants, restez curieux et à très bientôt pour un prochain décryptage.